Bonjour. Alors, on est ravis de commencer cette deuxième journée avec cette question « Écrire l'autre ». Il manque, vous voyez, il y a une chaise vide là. Il manque une invitée, mais elle va arriver. En principe, elle est dans les embouteillages, Lucas. Voilà, Lucas est en lien avec elle permanent, quasiment. Donc, ça va être encore mieux parce qu'il va y avoir une petite mise en scène tout à l'heure avec son arrivée, j'espère. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'aborder ce sujet avec vous. Ce matin, j'écoutais à la radio, je réécoutais l'allocution le beau texte de Annie Ernaux à Stockholm, et elle a dit à un moment donné, je ne peux pas vous répéter ses propos exacts, mais je dois écrire je dois continuer à écrire je. Donc là, nous allons nous permettre pendant 1h30 de non pas délaisser, mais écarter un moment le je pour passer au tu, et probablement aussi au il et au elle, pour reprendre un beau titre de Chantal Akerman. Et voilà, donc je voulais vous dire aussi que pour faire cette table ronde, on avait été 4. Donc on a travaillé pendant un mois à peu près à 4 on a échangé beaucoup, on s'est rencontrés, on a fait des rencontres préalables avec nos invités et ça a été très riche. Donc je suis un peu émue parce que je me dis comment faire pour être très concise sur cette question alors que nous avons échangé pendant un mois, mais on va essayer de répercuter cette richesse tout à l'heure en fait avec vous. Et voilà, donc je voulais citer aussi mes camarades qui nous ont accompagnés, donc Lucas Glop qui commodère la table avec moi, Myriam Aziza qui est ici, Camille Granger qui attend Noémie Merlan qui est dans un taxi à l'entrée. Voilà, nous on était tous les 4 très touchés par cette question, à un endroit très intime, visiblement, mais de manière très différente selon chacun. Donc, c'est ça qui était intéressant parce qu'on est de générations différentes. On s'est rendu compte que la manière d'aborder la question selon la génération était très diverse, donc ça nous a intéressés. On a essayé d'être le plus sensible et le plus empirique possible, le moins, on va dire, solennel. C'est pour ça qu'on a écrit l'autre avec un petit a et non pas avec un grand A, de manière à ne pas trop essentialiser cette altérité, ne pas tomber tout de suite dans des questions trop métaphysiques, mais rester dans nos expériences sensibles tous, nos expériences de cinéma et d'écriture. Voilà, puisque c'est quand même une question a priori qui fâche un petit peu, et l'allocution d'Annie Ernaux que je vous rappelais montre que quand même l'arrivée du jeu dans la narration à la fois de cinéma et de littérature, c'est ça qui signe la modernité. Donc repartir au tu, c'est quand même, ça paraît un pas en arrière, mais on va voir comment ce pas en arrière peut être aussi riche pour la discussion et pour le cinéma aujourd'hui. Enfin, je l'espère. Donc on s'est rendu compte en discutant aussi qu'il y avait 2 manières d'approcher la question selon la génération à laquelle on appartenait, selon nos expériences. Moi, d'emblée, j'abordais la question, par exemple, et je pense que Myriam aussi, enfin, je ne sais pas, du côté du désir, c'est-à-dire la question de l'autre, pour moi, c'était d'abord la question du désir. Et peut-être que toi, Lucas, et Camille aussi, l'abordez davantage du côté de la légitimité. Et Lucas a même dit quelque chose de très fort à un moment donné. Il a dit « écrire l'autre, c'est un peu angoissant ». Et j'ai trouvé ça très beau, donc je l'ai écrit. Je me suis dit, bon, on va essayer de voir à quoi correspond cette angoisse. Et pour ça, ce qui était important, c'était de bien choisir nos invités, nos expériences de spectateurs aussi, de spectatrices. Donc on a choisi des gens qui avaient fait des films ou qui avaient travaillé sur des films qui nous enthousiasmaient. Donc on s'est dit on va pas chercher à composer politiquement une table équilibrée, mais plutôt à aller vers nos enthousiasmes. Donc c'est là que le désir a primé dans notre choix d'invités. Donc je te laisse, Lucas, les présenter, même si Noémie, elle va arriver, je pense. Elle va arriver, je pense.
D'abord Arthur Harari, que vous connaissez tous comme réalisateur, d'abord de 2 courts-métrages, puis de 2 longs-métrages, Diamant Noir, qui a notamment révélé Neil Schneider, il a eu le meilleur espoir masculin avec ce film. Ensuite Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, qui a eu le César du meilleur scénario. Les 2 films ont été coécrits avec Vincent Poimiro. Et on te connaît peut-être moins, mais comme scénariste, co-scénariste des 2 films de ta compagne, Justine Triet, donc de Sibylle, et l'an prochain de Anatomie d'une chute, qui est en ce moment en cours de montage, un film qui a été tourné récemment. Ensuite, Ramata Toulaissi. Tu es scénariste d'abord, aussi réalisatrice, mais tu es sortie du département scénario de la Fémis en 2015, je crois. En sortant de la Fémis, tu as coécrit 2 films. D'abord Sibel, un film turc, donc tu vas m'aider pour la prononciation, de 2 réalisateurs, donc Çağla Şencirci et Guillaume Giovannetti, un film qui a eu le Léopard d'or à Locarno, et le film Notre-Dame du Nil de Atik Raimi, qui est d'abord un écrivain puis réalisateur franco-afghan, d'après le roman de Scholastique Mukasonga, écrivaine franco-rwandaise, qui est une adaptation donc. Et maintenant, et bientôt, on va te connaître comme réalisatrice. D'abord un court-métrage multiprimé, Astel, qui est prénommé au César cette année. Et un premier long-métrage que tu as tourné cet été, à nouveau au Sénégal, et qui est en cours de montage, je crois, et tu rentres tout juste d'une résidence où tu as présenté ton film. Voilà. Ensuite, Noémie Merlan, du coup, on va attendre. Anne-Louise Trividic, scénariste et dialoguiste. On précise dialoguiste, on expliquera aussi pourquoi après. Quand tu as commencé, tu as commencé en fait assez fort, 2 premiers films très marquants. L'âge des possibles de Pascal Ferrand en 1995, puis Intimité de Patrice Chéreau, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin en 2001, et s'en est suivi une collaboration de 15 ans, je crois. 4 films, dont Son frère et Gabriel, et le dernier Persécution. Et finalement, suite à ça, et en même temps, d'autres coécritures avec Dominique Moll, Sophie Le Tourneur, Tony Marshall, et peut-être les gens le savent moins, une série aussi avec Nicolas Saada. Voilà. Et tu présentes pas et Noémie? On l'attend pour la présenter ou... Présente-la peut-être. Je la présente Oui. directement. Peut-être qu'elle va faire une entrée en scène du coup. Donc Noémie Merlan, comédienne. T'es sûre, je la présente maintenant? Oui, on la représentera peut-être quand elle arrive ou au moment de parler. Oui, donc on va commencer sans elle, tant pis. Ça sera, voilà, ça va interrompre un peu la discussion. Elle m'avait dit 55, donc on n'est pas loin. Voilà. On voulait commencer quand même par le film qui nous a paru tout de suite le plus évident. Enfin, le film plus qu'une personne, c'était Onoda, parce que par rapport à la production française actuelle, ça paraît un geste extrêmement radical, une altérité radicale elle aussi. Donc un personnage de japonais, donc tu pars à l'autre bout du monde, dans une temporalité qui n'est pas la nôtre, sur une scène de guerre. Voilà, est-ce que je voulais commencer un peu à rebrousse-poil par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question du désir. Pour moi, elle fait pas problème par rapport à ton film. Il est évident que tu as désiré ce personnage et tu as désiré cette aventure et tu as désiré t'expatrier comme ça très loin. Et je voulais te demander, du coup, si tu n'as pas eu peur pendant tout ce temps où tu as cheminé avec ce personnage, je crois 7 ans, qui t'échappe totalement. Est-ce que par moment, tu ne t'es pas dit j'y arriverai pas parce que c'est trop loin de moi, parce qu'un japonais, c'est pas possible, parce que la langue, parce que tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce cheminement très long voilà. Oui, si, j'ai eu peur. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est une des motivations premières, ou disons c'est intriqué dans l'élan de vouloir faire enfin pour moi en tout cas de vouloir faire un film. S'il n'y a pas de peur, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Et s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de, je sais pas, moi je peux pas me déplacer si j'ai pas cette combinaison là quoi. Après, ma peur, elle se fixait, comme souvent d'ailleurs, sur des choses très triviales, quoi, très concrètes. Parce que je connaissais pas le Japon avant d'avoir envie de faire ce film. Je connaissais même pas l'Asie, enfin bon, très peu.
Donc bon, évidemment la question de la langue c'est la première, mais ça se fixait sur des choses comme ça, ma peur, pas tellement sur... pour le coup, c'était pas une peur métaphysique, c'était une peur très physique. C'est-à-dire que par exemple, j'avais peur de pas savoir quand ils joueraient juste ou pas les comédiens. Bon, après, il y a un peu une peur culturelle, mais qui s'est très vite. Enfin, j'ai l'impression que j'ai réussi à dépasser, à oublier, parce que comme je connaissais pas le Japon et l'histoire du Japon particulièrement. Évidemment, le fait de faire un film d'histoire qui concernait spécifiquement le Japon, mais enfin, je me suis, comme toujours dans ces cas-là, on se piège, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est pas un film sur le Japon. Et d'ailleurs, rétrospectivement, je me suis aperçu que j'aurais jamais, je pense, fait ce film s'il se passait au Japon. Pour moi, il se passait sur la Lune, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ces personnages s'exilent à un endroit. Évidemment, il y a des gens dans cet endroit qui sont des Philippins. Tout ça est très déterminé socio-historiquement, etc. Mais ça me permettait de me dire, en fait, moi, je voyais de la métaphysique, en fait. C'est une des choses qui m'intéresse. C'est un mot qui est devenu un peu... disons, je m'intéresse... Les choses m'intéressent en tant qu'elles sont très très incarnées et plus elles sont incarnées, plus, en tout cas c'est ce que j'essaye, plus elles peuvent renvoyer à de la métaphysique. Et donc je me disais, mais c'est Don Quichotte, c'est Ulysse, c'est Beckett, enfin c'est tout ça. Mais parce que dans le sujet, c'était là, enfin c'était impossible de ne pas penser à ces choses-là. Et du coup, la motivation a été plus... L'excitation l'a emporté sur l'appréhension ou sur le fait de me dire mais j'ai pas de légitimité, j'ai pas de... J'avoue qu'en fait cette question-là, je me la suis pas posée à l'excès, quoi. Et est-ce que je peux te demander si ton film a été vu au Japon et comment les Japonais en ont parlé, comment ce film a été diffusé? C'est une question que j'ai pas entendue dans tes entretiens. Ouais, pour cause, le film n'était pas encore sorti au moment où il est sorti en France et où donc je me suis exprimé. Le film est sorti en octobre 2021, donc quelques mois après la France. Et j'ai pas pu y aller à cause du Covid, donc c'était très frustrant pour moi. Mais les échos que j'en ai eus étaient apparemment très positifs. Déjà, le film a plutôt marché au sens... par rapport au contexte, sortir un film étranger au Japon, c'est très compliqué. Un film d'auteur, c'est très compliqué. Et alors la durée, n'en parlons pas, c'est compliqué aussi. Donc, mais dans ce contexte-là, le film a plutôt, des gens se sont déplacés. Et les retours que j'ai eus, les articles, enfin, et les échos sont apparemment tous étaient positifs, quoi. Après, c'est compliqué à juger parce que déjà, dans l'absolu, c'est compliqué de juger réellement, enfin, sauf quand on est descendu en flamme par la critique et qu'il se passe... Enfin, je veux dire, on sent que ça le fait pas. Mais bon, le Japon est, en tout cas aujourd'hui, n'est pas un pays de confrontation. Donc, moi, la peur que j'avais, c'était que les Japonais, enfin, ceux qui voient mon film, détournent le regard, quoi, parce que, bon, par ailleurs, c'est un sujet un peu gênant, enfin, disons, un peu compliqué. Le sujet d'Onoda. Et donc, tu peux rappeler ce sujet? Oui, c'est l'histoire donc d'un soldat qui, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, a été envoyé sur une île. Il a été formé à une technique de guerre secrète et de mélange de guérilla et d'espionnage, avec pour mission de ne jamais renoncer. Et donc, il a pris ça au mot. Il est resté 30 ans sur cette île, en refusant de croire à la fin de la guerre, qui lui a été pourtant annoncé plusieurs fois. Et donc, il a fini par revenir au Japon donc en 1974. Et au moment où il est rentré, il a été à la fois accueilli comme une espèce de héros, mais ça a été quand même très orchestré par le gouvernement japonais. Et il y a eu des critiques, puisque les années 70, c'était vraiment une décennie, pour le coup, très 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 virulente au Japon. La plus virulente en date. Ça s'est vraiment vraiment apaisé depuis. Enfin, apaisé, le couvercle s'est quand même bien refermé. Et donc, il a quand même tué au minimum 30 civils sur cette île pendant 30 ans, donc sans doute beaucoup plus. Et donc la dimension polémique et gênante de voir un soldat de l'Empire revenir comme ça invaincu, évidemment c'est pas neutre politiquement, surtout dans une époque jusqu'à aujourd'hui où la question nationaliste et militariste n'est pas réglée au Japon et où l'empereur par exemple ne s'est jamais excusé pour pas grand chose d'ailleurs, et notamment pour les crimes. Enfin donc il y a quelque chose
d'un peu touchy quoi, dans cette histoire. Et tu peux revenir à la question de la langue. Je trouvais ça particulièrement intéressant pour l'écriture. Comment tu t'y es pris concrètement par rapport au travail de la langue japonaise? Voilà, parce que ça, c'est une langue qui n'a aucun rapport avec la nôtre, un alphabet complètement différent. Si tant est qu'il y a 2 syllabaires plus les kanji qui sont quand même quelque chose d'un peu mystérieux pour nous. Donc, ça fait partie du travail du film. Donc, comment tu t'y prends concrètement pour courir après ça? Oui, et puis bon, la question de l'altérité de l'autre, moi, elle s'est incarnée extrêmement concrètement là-dedans, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai écrit le scénario en français. J'avais pas tellement de contact avec des Japonais, enfin peu, on va dire, pendant que j'écrivais le scénario. Et donc j'ai écrit des dialogues. En essayant de me dire, je me mets à la place de ces personnages, je vais pas commencer à essayer de me dire, tiens, comment parlaient les Japonais à l'époque. Dans un premier temps, j'ai un peu essayé d'oublier ça. Et puis après, on a confié la traduction du scénario à un jeune homme que j'avais rencontré, qui s'appelle Yu Shibuya, et qui est il avait été assistant de Nobuhiro Suwa sur un film dans lequel j'avais un petit rôle, un film qui s'appelle Le lion est mort ce soir. Et j'avais vu comment il collaborait avec le réalisateur. Il parle parfaitement français, évidemment parfaitement japonais. Et il a traduit. Et puis quand j'ai lu, quand je l'ai pas lu justement, j'ai vu le résultat. Je me suis dit que j'étais bien avancé, parce que je pouvais pas vérifier ce qu'il y avait dedans. Et donc là, je parlais d'angoisse concrète tout à l'heure. Je me suis dit, mais comment faire en fait? Cette opacité-là, je peux pas m'en contenter en fait. Et puis j'étais très comme tout le monde ici, je pense, j'avais vu des films réalisés par des étrangers avec des Français et constaté que la plupart du temps, ça fait très mal, quoi. C'est-à-dire que dans Inglourious Basterds, par exemple, de Tarantino, non, je devrais pas citer de nom, mais là, tout le monde joue très bien, puis à un moment, les Français arrivent et on se dit, il y a un problème, ils n'ont pas écouté, il n'y a pas eu de consultant, il y a un souci, quoi. Qu'est-ce qui se passe alors que les acteurs sont par ailleurs des bons acteurs. Donc j'avais peur de cette espèce de surdité imposée, quoi, et d'opacité en fait. C'est une question on n'y comprend rien, quoi. Et donc j'ai dit à You, on va faire un boulot, c'est-à-dire que tu vas me retraduire tous les dialogues, parce que c'est des dialogues, pas tellement des didascalies, ça c'était pas un problème. Tous les dialogues, tu vas prendre ta version, tu vas me les retraduire en français, et moi j'aurai ma version française, et puis on va voir ce qu'il en est, quoi. Et donc s'est révélé un énorme écart la plupart du temps, enfin en tout cas à beaucoup d'endroits, et on a bossé vraiment sur chaque mot, pour que je comprenne comment m'approcher au maximum de ce que j'avais écrit, et en fait c'était pas ce côté un peu con, quoi, de vouloir retrouver mon origine, enfin le texte d'origine. En fait c'était un processus pour aller vers la langue japonaise, et non pas pour rapprocher, enfin c'était les deux évidemment, mais en fait moi ça a été le processus par lequel j'ai entamé ma compréhension de ce que c'est le japonais, que je ne parle toujours pas, mais je veux dire, j'ai compris quelle était la pensée dans la langue. Comment ça... Enfin, j'ai compris. Non, en fait, j'ai pas compris, mais j'ai... T'as compris que tu comprendrais jamais, mais par contre, je pouvais. Il s'agissait de casser un peu l'opacité et que je commence à comprendre à la fois la question du sens et la question de la mélodie. Parce que forcément, il parlait japonais pendant qu'il me racontait ça. Enfin, il me disait, voilà, ça se dit comme ça, mais ça veut pas dire la même chose. Et il y avait des choses très concrètes. Enfin, je veux dire, à un moment... je voulais qu'une phrase se termine sans qu'elle se termine, avec 3 petits points comme ça. Et je sais pas, c'était un personnage qui disait oui, c'était le major, le formateur, si vous avez vu le film, qui disait mais non, je n'ai pas pu dire à Onoda de rester jusqu'à... C'est ça ma phrase. Et Yo, il m'a dit ça, on peut pas le dire. Parce qu'en japonais, on commence par la destination. Si la pensée de la phrase c'est je lui ai pas dit de rester jusqu'à aujourd'hui, on commence par jusqu'à aujourd'hui en japonais. Et donc tout simplement ma phrase c'était foutu, quoi, je pouvais pas le faire. Et je dis mais non, mais c'est pas possible, c'est une idée hyper importante. Par ailleurs j'ai coupé ce truc au montage. Donc quoi, on fantasme toujours que les choses sont hyper importantes et en fait après la réalité vient nous calmer. Mais je me suis vraiment pris la tête et c'est un exemple parmi plein d'autres. Et bon, on trouvait des équivalences, mais voilà. Et en fait, au sortir de ce travail qui a quand même pris, à mon avis, bien 6 mois, parce qu'après on a aussi demandé à 2 gens de relire et j'avais l'impression de savoir ce qu'il y avait dans les dialogues. Et You, il savait parfaitement ce qu'il y avait dans le scénario, au mot près. Et donc, c'est lui ensuite qui a été l'interprète sur le tournage.
Ce qui fait qu'il y avait une forme comme ça on était quand même très très armés et très préparés. Et puis, entre-temps, moi j'avais regardé beaucoup de films, je faisais le casting à distance et puis en allant à Tokyo régulièrement. Donc là aussi, j'entendais beaucoup parler japonais. Et voilà, tout ça a fini par créer une forme de terrain dans lequel je me sentais en possession de l'outil que j'allais manier, quoi. Et sur le plateau, par ailleurs, j'avais affaire à des acteurs assez hallucinants, très très préparés, d'une dédication que j'avais jamais vue, qui va presque trop loin des fois, mais aussi une intelligence et une écoute hallucinantes. Et du coup, j'avais l'impression de les diriger à peu près exactement comme je dirigeais les Français, quoi. Comme si j'avais dirigé les Français. On va continuer sur cette question de la langue parce que ça me semble très important avec toi, Ramata, parce que tu es d'abord scénariste avant tout, et tu as commencé ta carrière de scénariste avec des films étonnants en fait, c'est-à-dire des films qui ne se passaient jamais en France, puisque tu es né en France, à Besançon, d'après ce que j'ai compris, donc en région parisienne, et tu as commencé avec un film turc, enfin ta première collaboration d'écriture très importante, c'était avec un film turc, donc je ne vais pas répéter le nom de la réalisatrice parce que j'en suis incapable, mais c'est un très beau film et la question de la langue est d'autant plus intéressante qu'il y a aussi il y a un personnage de fille muette, donc c'est le personnage principal, qui parle avec une langue sifflée. Donc il y a la question du turc et la question de la langue sifflée. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration d'écriture et de la manière dont ça s'est fait sur le scénario? Comment tu as travaillé là-dessus? Voilà. Je suis sortie de la Fémis en 2015 et directement on est venu me chercher pour ce projet. Et c'est vrai que pour l'instant, depuis que je suis sortie de la Fémis, j'ai pas encore coécrit de films français. On me contacte souvent pour des films étrangers et je pense qu'on me contacte d'abord lorsqu'il y a des personnages principaux féminins forts, avant que ce soit des films étrangers. Et c'est le cas pour Cybèle, qui a été réalisé par Tierla et Guillaume, qui sont un couple qui réalisait souvent des films autoproduits. Et c'est la première fois qu'ils allaient voir un producteur pour ce projet. Et cette productrice est venue me chercher lorsqu'elle a lu mon TFE de fin d'année à la Fémis. Et comme ils n'avaient jamais coécrit avec des co-scénaristes et ils voulaient expérimenter cette façon de faire, ils m'ont proposé de coécrire avec eux. Et ce qui était très particulier dans cette première collaboration, c'est que le personnage principal ne parlait pas. C'était une langue sifflée. Ça se passait dans le village de Kuşköy en Turquie. C'est un village où... Avant, c'est un village qui se trouve dans des collines et donc pour communiquer, avant, lorsqu'il n'y avait pas de téléphone, ils ont créé une vraie langue, mais vraiment une vraie langue, qui s'appelle la langue des oiseaux, où c'est une langue sifflée en fait. Et c'est comme ça qu'ils communiquent en fait, de maison en maison et de montagne en montagne, ils sifflent. Et c'est une langue qui se perd, bien sûr, avec la modernité, les téléphones, les textos, ça se perd. Et cette histoire-là, c'est une vraie histoire en fait. Et, c'est des réalisateurs qui adorent écrire des histoires à partir de personnes qu'ils rencontrent dans la vraie vie. Et ils ont rencontré cette fille qui était muette dans ce village-là et qui parlait que en langue d'oiseau parce que elle était muette et ne savait pas parler, et qui était aussi un peu une outsider, une outcast. Elle a été considérée un peu comme un monstre dans son village parce que maintenant tout le monde parlait. Et ils ont décidé d'écrire cette histoire sur cette fille qui essaye de trouver sa place en tant que femme dans cette société. Et la difficulté en fait avec ce premier scénario, c'était écrire un scénario, une histoire avec une personne qui ne parlait pas. Donc comment faire passer les dialogues et comment faire passer les thèmes et les objectifs et les envies et les désirs de ce personnage alors qu'elle ne parle pas. Et c'était vraiment toute la difficulté de ces scénarios. Donc on a beaucoup regardé, pour nous aider, on a regardé beaucoup de films muets. C'était vraiment intéressant. Et on
en fait, on a décidé de travailler avec les corps, de travailler avec les regards, de travailler avec les gestes. C'est comme ça qu'elle communiquait. Parce que, bien sûr, même si elle pouvait parler en langue d'oiseau, la plupart des gens extérieurs au village ne la comprenaient pas. Et c'était vraiment comment faire passer son message. Parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire d'émancipation. Hein. C'est l'histoire d'une émancipation d'une femme qui essaye de trouver sa liberté. Comment trouver cette émancipation sans la parole. Et c'était vraiment intéressant. Donc, le corps de cette femme a pris une place vraiment très importante. Donc, c'est vraiment une histoire où il y avait vraiment cette langue turque que je ne comprenais pas, cette langue d'oiseau que je ne comprenais pas. Et le scénario, on l'a aussi écrit en français parce qu'il est produit par... Oui, la langue de communication avec les deux réalisateurs, c'était le français, j'imagine. Oui, c'est le français. Ils sont basés en France, ce sont des Français. Donc, on a écrit le scénario en français qui a été traduit, en langue d'oiseau pour les dialogues et en langue turque. Et voilà, après, c'était vraiment beaucoup de... Ils ont casté une actrice qui était déjà très, très connue, qui est en Turquie, qui a appris cette langue sifflée, parce que cette langue sifflée a vraiment un alphabet. Et voilà, donc c'était vraiment ce... Et est-ce que tu allais sur place pour te documenter avant l'écriture ou non, en fait? Non, je ne suis pas allée sur place. J'ai beaucoup regardé de documentaires sur ce village parce qu'il y a, bien sûr, comme c'est vraiment une langue et un village assez particulier, il y a beaucoup de documentaires qui se sont faits sur ce village et sur cette langue. Beaucoup de gens sont allés là-bas pour tourner et donc on m'a montré beaucoup de documentaires, on m'a montré j'ai lu beaucoup de livres, j'ai aussi écouté beaucoup cette langue sifflée. Même si pour moi dans l'écriture bien sûr ça faisait pas sens encore parce que je réalisais pas, c'était pas ma partie, mais on m'a beaucoup fait écouter cette langue et non, tout s'est fait en France en fait. D'accord. Et je suis jamais avant ça, j'étais jamais allée en Turquie. Mais j'ai l'impression que ce film, du coup, t'a lancé vers des films avec des sens universels, on va dire. T'as donné une ouverture incroyable sur le monde, puisque après, donc, tu participes à une coproduction franco-rwandaise, luxembourgeoise, allemande, enfin, avec un auteur franco-afghan, d'après un livre d'une franco-rwandaise. Ensuite, tu m'as dit que tu avais collaboré avec une américaine aussi, oui, en ce moment. Donc, ça te donne une forme d'ouverture, cette délocalisation en Turquie comme première expérience incroyable, en fait. Est-ce que ça, tu sens que ça te donne plus de force? Est-ce que tu aurais envie de revenir peut-être en France? Est-ce que ça te fera envie de faire un film, d'écrire un film sur le territoire français, ou pour l'instant non? Ah non, mais j'aimerais bien, mais c'est pas ce qu'on me propose. Je sais pas pourquoi on me propose des films vraiment partout dans le monde. Là, on m'a proposé un film au Kosovo. Je ne parle pas l'albanais, mais c'est très bien. Moi, ça m'intéresse, ça me permet de voyager. Je suis pas allée en Turquie, on n'a pas travaillé là-bas, mais pour mon deuxième, pour Notre-Dame du Nil, j'ai eu de la chance que Atik Kraimi je l'ai beaucoup accompagné. Je faisais part du casting. Je suis allée en repérage avec lui pendant 10 jours. Ensuite, on est parti écrire là-bas pendant un mois, juste avant le tournage. Et on a lu beaucoup et j'ai beaucoup... on a essayé d'apprendre le Kinyarwanda aussi. Donc, même si le scénario a été écrit en français et qu'on parle beaucoup aussi en français dans le scénario, mais c'est... aux États-Unis, c'était pendant le Covid que j'ai écrit ce film. Écrit en anglais. Ce film que j'ai écrit en anglais, qui est en financement pour l'instant. Mais bon, de toute façon, New York, je connaissais, mais c'est vraiment... Ça m'intéresse parce que c'est différentes cultures et c'est surtout différents travails avec différentes personnes qui proposent d'autres cinémas, en fait. C'est d'autres cinémas qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est d'autres écritures, c'est d'autres relations avec les personnages, c'est d'autres relations avec l'écriture scénaristique aussi. Je sais que Atik Raimi, par exemple, son écriture, comme c'est quelqu'un qui vient de la littérature, qui a gagné le prix Goncourt avec Singh et Sabour, et c'est très littéraire.
C'était un scénario vraiment très littéraire. Pour Tcherla et Guillaume, c'était beaucoup plus classique. Avec l'américaine avec qui je travaille, c'est vraiment beaucoup plus atmosphérique et beaucoup plus technique. On voit que les Américains sont beaucoup plus techniques. Les Américains n'aiment pas les envolées littéraires comme les Français. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est génial parce que ça me permet d'apprendre des différentes écritures et d'être confronté à différentes écritures, à être confronté à différents personnages, à être confronté à différentes techniques aussi, et à différents cinémas en fait, et à différents pays. Et peut-être qu'on pourrait, je me dis, puisqu'on est parti sur cette histoire de la langue, on pourrait enchaîner en présentant Noémie et son film Mi Yubita, mon amour, puisqu'il y a quand même une grande partie aussi en langue étrangère. Voilà. Est-ce que... Bien sûr, oui, je vais te présenter d'abord, et on parlait de scénario, et toi qui en reçois beaucoup, te présenter d'abord comme comédienne. Récemment, maintenant, une renommée internationale avec le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, et bientôt Tard aussi de Todd Field. On t'a vu dans plusieurs films en France avec la réalisatrice Marie Castille Mention-Char, dont Le ciel t'attendra et A Good Man. Et plus récemment, vous avez dû voir ces films, Les Olympiades de Jacques Audiard et L'Innocent de Louis Garrel. Et aussi maintenant, comme autrice-réalisatrice, tu as réalisé 2 films, un court-métrage, Shakira, et ensuite Mi Yubita, un film que tu as coécrit avec Jimmy Kovacci, un comédien qui était déjà dans Shakira et qui est un personnage encore plus important dans ton second film, enfin dans ton long métrage, et qui est aussi nommé cette année comme espoir masculin, prénommé comme espoir masculin. Alors, c'est marrant parce que du coup, tu parlais du scénario, et moi, une des questions que je trouvais intéressante, c'est toi en tant que comédienne d'abord, avant de parler de ton rapport maintenant en tant que réalisatrice, mais ton rapport à l'objet scénario, en fait, comme vraiment comme document qui contient en fait le désir, l'envie d'altérité du réalisateur. Quand tu le reçois, comment ce document t'aide déjà à faire ton choix, c'est-à-dire de décider que tu vas partir sur ce film ou pas. Comment ce document ensuite te permet de travailler l'altérité du personnage, l'autre, comment il te permet d'aller vers cet autre. Comment tu abordes l'altérité à travers le scénario. Oui. Ok. Bonjour. Pas évident comme question. Comment... Alors, je choisis les scénarios finalement depuis pas si longtemps, parce que quand j'ai commencé, j'étais déjà contente de recevoir un scénario. Donc en général, je me jetais... Enfin, si je pouvais passer le casting et être prise, voilà, fallait que je travaille, quoi. Donc ensuite, quand on a la possibilité de choisir, là, c'est quand même assez merveilleux. Je pense que depuis un certain temps, de plus en plus, j'essaye de voir l'importance, non pas l'importance de mon rôle, par exemple, mais déjà par rapport à la représentation des femmes. Est-ce que c'est un rôle qui est actif? Est-ce que c'est un rôle objectisé? Est-ce que c'est un rôle qui est là juste pour servir? Est-ce que un personnage masculin, par exemple, toutes ces questions-là, c'est forcément des questions qui me travaillent avant de choisir un scénario, un film. Mais au départ, c'est l'histoire. Est-ce que l'histoire me bouleverse? Est-ce que l'histoire m'émeut? Est-ce qu'il y a un engagement quelque part? Et pas forcément si c'est pas un engagement politique, social. Est-ce qu'il y a un engagement artistique, une proposition forte? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas fait et qui m'excite? Parce que en tant que comédien, enfin moi, il y a ce rapport, oui, à l'autre, c'est-à-dire aller vers l'autre et non pas aller dans des rôles qui me ressemblent trop. Il y a une envie de prise de risque, mais pas tant pour la performance, mais plus parce que
parce que je sais pas, j'imagine que quand on fait ce métier, en tout cas moi, s'il y a une envie de comprendre le monde, de se comprendre soi à travers les autres, et puis de faire ce travail aussi avec le spectateur. Donc il y a toutes ces questions-là quand je lis un scénario, et puis après comment on l'incarne, ça dépend beaucoup du réalisateur, déjà sa manière de travailler. Il y a des réalisateurs qui adorent nous faire travailler en amont, nous faire répéter, puis il y en a qui veulent pas du tout. Donc en général, ceux qui veulent pas faire de répète, bah moi Puis pareil, ça dépend aussi du rôle, quoi. Il y a des rôles qui nécessitent vachement quand ils sont assez éloignés de nous. Par exemple, je pense au personnage du Ciel attendra, qui est donc une jeune femme qui est embrigadée par Daesh. J'avais un gros travail à faire de comprendre les mécanismes de cette jeune fille qui a été embrigadée à 17 ans, apprendre les prières, apprendre les mécanismes de pensée de Daesh, enfin tous ces trucs-là. En plus, Marie Castille travaille pas mal à l'impro, donc il fallait que je me prépare suffisamment. Et d'ailleurs, je me suis préparée avec une des jeunes filles qui était en désembrigadement avec Dounia Bouzard pendant quelques mois. Et donc voilà, donc là, il y avait énormément de travail en amont à faire. Et puis, il y en a d'autres où le réalisateur a envie qu'on se lance qu'on se jette à l'eau au moment du tournage et que rien ne soit vraiment préparé. Donc ça dépend. Mais est-ce que avant de rencontrer le réalisateur, le scénario en soi, par rapport à, il y a des didascalies évidemment, mais aussi les dialogues, est-ce que tu fais déjà un chemin vers le personnage que tu vas incarner? Je te dis ça parce qu'en préparant la table ronde, on se disait que ce qui était intéressant, à un moment on a voulu parler de contre-emploi, on se disait c'est intéressant, Noémie elle fait beaucoup de contre-emploi, et puis c'est Myriam qui nous a dit mais en fait elle fait pas de contre-emploi parce que depuis le début elle a fait des rôles, Noémie tu as fait des rôles très, très différents. Par exemple le personnage de Marianne dans Portrait de la jeune fille en feu est très éloigné du personnage dans le film L'Innocent de Louis Garrel. En termes de voix, on a l'impression que tu as un plaisir vraiment à travailler la voix, à travailler le corps. En fait, on te voit très différemment. Et donc, voilà, ma question était de savoir, voilà, est-ce que déjà, avant même de parler au réalisateur, rien qu'avec l'objet, scénario, le texte, déjà, il y a quelque chose qui travaille en toi, qui est au travail et qui se dit, OK, elle va se tenir très, très droite. Marianne, Portrait de la jeune fille en feu. Le personnage de l'Innocent va être beaucoup plus libre, fluide et même dans sa coupe. Est-ce que tu fais déjà un travail vers l'autre grâce au texte? Oui, il y a des premières images comme ça, des sons qui viennent dès la lecture du scénario. Mais en général, pour moi, c'est pas tant ça commence au scénario, ce truc-là d'imaginer. Mais pour moi, c'est vraiment après faut que je rentre dans la matière, quoi. Enfin, faut que je rentre dans le travail. Et donc, c'est vraiment pour moi un croquis, le scénario rapide du personnage. Je m'en fais vite fait une idée, mais tant que il peut être plein de choses. Il peut être plein de choses, même au scénario, même quand il y a un peu une idée un peu qui est dessinée, malgré tout, c'est juste une piste, mais qui est déjà très large dans ce spectre il y a énormément de possibilités, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Donc est-ce que pour toi l'autre, en fait, quand tu travailles sur un scénario, c'est le personnage ou c'est le réalisateur? Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice t'inspire aussi quelque chose de la manière dont tu vas aborder ce personnage? Oui, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr, d'abord c'est le réalisateur ou réalisatrice dans sa manière de travailler, et puis plus ou moins il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont vraiment une idée précise de leur personnage. Je pense à Céline par exemple, et puis il y en a d'autres qui ont il y a plus, je sais pas, d'impro il y a moins de précision dans alors je sais pas si c'est dans leur tête ou dans leur manière de diriger, mais il y a moins de précision. Donc c'est juste deux manières différentes de travailler. Donc il y a aussi moi je me base vachement sur oui, il y a un travail au corps. Alors maintenant je travaille de plus en plus avec une chorégraphe, j'essaye le plus possible avant les tournages, qui s'appelle Stéphanie Chen.
Et parce que je trouve d'abord le personnage dans sa manière de bouger, avec les costumes, et ensuite, oui, son rythme, son énergie, son tempo. Et ça, je le trouve pas forcément dans le scénario. C'est des choses que je vais trouver en discutant avec le réalisateur ou en proposant moi-même si le réalisateur m'a pas forcément donné ça. C'est un truc que je vais essayer d'essayer de mon côté chez moi, de voler aux gens. Par exemple, c'est con, mais Clémence, il y a le personnage de l'innocent. Il y a Louis qui va me donner déjà des directions, des idées. Mais il y a aussi, je vais piquer des trucs à ma sœur, à ma meilleure amie, que je me suis dit, ah tiens, dans mes différents petits sacs, j'ai ça qui peut correspondre à ce personnage-là. Donc, en fait, j'ai besoin de trucs très concrets, très réels en général, enfin, j'ai l'impression que c'est plus intéressant quand on vole des trucs très vrais, quand il y a des choses très vraies. Donc, je vais aller piquer ça. Je vais essayer de les mettre dedans, puis je vais dans le rôle de Clémence, et puis je vais voir ce qui se passe. Et puis, ça va être aussi une part de magie, de hasard, parce qu'en fait, il y a mon chien sur le tournage en permanence du film de Louis, qui peut pas être gardé par quelqu'un d'autre, qui est un chien donc assez énergique. Et donc, quand il est autour de moi, parce qu'il était tout le temps autour de moi, je passe mon temps à être sur qui vive et à gueuler. À dire non, Gino, couché, assis, debout. Enfin, je lui crie dessus et tout de suite, je dois rentrer en action. Et donc, je suis Clémence et donc, je parle complètement différemment C'est con, mais voilà, ça donne un truc dans ce rôle-là, par exemple. Donc, il y a aussi une part un peu de hasard. Mais voilà. Non, c'est hyper intéressant. Je voulais aussi revenir avec toi sur un rôle en particulier qui est le rôle de Ben dans A Good Man, qui est donc l'histoire d'un couple. Et toi, tu as interprété Ben, qui est un jeune homme trans, quand le film commence, il a déjà fait sa transition dans le passé. Et qui décide en fait de porter l'enfant de sa compagne, qui est interprétée par Soko, car elle a un problème de fertilité. Et en fait, je relisais les critiques et tout le monde en fait louait vraiment ton interprétation, mais il y a eu plutôt des critiques en fait sur la légitimité de choisir une comédienne cisgenre, enfin une femme cisgenre pour jouer un homme trans. Et je voulais savoir, entre le moment où tu as reçu le scénario, puis le tournage, la sortie du film et jusqu'à aujourd'hui, en fait, ton parcours par rapport à ça, intellectuel, voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui de ce rôle? Alors, premièrement, je pense que c'est un rôle, enfin un personnage en tout cas nécessaire, important, parce qu'il est positif, il est actif, il montre voilà, d'autres récits des personnes trans. Après, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que j'avais pas compris à l'époque? Est-ce que c'est par manque je sais pas, de curiosité, ou est-ce que c'est parce qu'on en parlait pas suffisamment à cette époque, ou que moi j'y suis pas allée suffisamment, aller voir suffisamment de personnes pour essayer vraiment de comprendre tous les enjeux. Et en fait, par la suite, j'ai vu différents documentaires, dont Disclosure, qui était sur Netflix, je sais pas s'il est toujours. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes trans, parce que donc à l'époque, quand Marie Casti me propose son scénario, ça faisait déjà des années qu'elle m'en parlait. Et puis il y a eu donc elle a fait un casting. Et puis on a commencé à travailler avec donc des personnes trans qui l'accompagnaient sur le tournage, sur la préparation de ce film. Et c'est que après que j'ai compris que la problématique était aussi en fait dans le regard des spectateurs, pour les personnes trans en particulier, cette notion de déguisement qui continue d'être perpétuée dans l'idée qu'une actrice interprète un rôle trans. Quand on la voit ensuite parler de ce rôle, ça produit une contradiction. Ça continue de produire une contradiction. Et il y a tout cet enjeu de, oui, un acteur est censé pouvoir jouer l'autre. On va pas commencer à ne plus pouvoir... Mais en fait, le problème, c'est que en règle générale, c'est toujours les mêmes qui jouent l'autre.
Et en fait, le problème, il est là, surtout, d'abord. Donc, Les mêmes, c'est-à-dire un très petit nombre d'acteurs, c'est ça c'est que dans le cinéma, en règle générale, je parle même pour l'écriture, je parle même en général. La diversité des la corps diversité- ne représente pas la diversité réelle des personnages. Ça coïncide pas, c'est ça que tu veux dire, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de personnes blanches, hétéros, qui sont représentées Ils sont censés représenter la diversité. Voilà, c'est toujours les mêmes qui parlent de l'autre. J'ai l'impression, c'est une sensation que j'ai et donc c'est des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes trans dont l'association représente trans. C'est que en fait il y a des espaces comme ça qui ne sont pas donnés. Alors j'aime pas le mot donner, mais aux personnes invisibilisées. Donc oui, moi je suis aussi d'accord avec le fait qu'on doit pouvoir tout jouer ou parler de tout le monde, mais c'est quand même souvent les mêmes qui jouent l'autre ou qui parlent des autres. Donc il y a une idée de... C'est comme mon avis aujourd'hui, mais il y a une idée de forcing, c'est-à-dire pour créer ces espaces, j'ai l'impression qu'il faut donc faire ce forcing comment dire ça, faire ce forcing pour c'est comme le 50-50 presque parce que ce qu'il me disait, c'est que oui, il n'y a pas d'acteurs on cherche des acteurs trans qui ont de l'expérience, mais l'expérience vient avec des opportunités offertes. Donc il y a toutes ces Après, il y a des acteurs trans qui sont là depuis longtemps, mais qui ne se sont pas montrés comme trans aussi. Ça existe, enfin. Oui, bien sûr, qui n'ont pas envie, qui ont envie de jouer des parce rôles. qu'à une autre époque, ces acteurs n'avaient pas fait leur coming out comme trans, mais on les connaît malgré tout. Donc ça existait, mais voilà. Donc Oui, il y a d'ailleurs Jonas Ben-Hamed qui joue dans le film donc de Marie Castille n'a pas envie de jouer de rôle trans, bien sûr. Mais moi, en tant que cis, je ne peux que écouter je ne peux que écouter justement et tous ces documentaires et toutes ces personnes trans qui prennent la parole enfin et qui nous disent d'abord essayons de faire cet espace-là et puis de comprendre aussi justement toute cette problématique parce qu'ils ont tellement été représentés depuis toujours dans le cinéma comme des personnes où dans l'idée ou machiavélique ou l'idée de déguisement ou de farce ou de tout ça, c'est comme s'il y avait tout à refaire donc voilà, donc il y a oui, puis on peut imaginer qu'il y avait des questions aussi de casting et de fabrication du film, voilà. Donc, de toute façon, on reviendra tout à l'heure avec ton travail de réalisatrice sur la question de la représentation. On va passer à Anne-Louise. Hier, j'ai entendu le mot triangulation beaucoup dans les tables rondes. On parlait vraiment de triangulation. Les invités parlaient de triangulation en parlant du producteur, du scénariste et du réalisateur. Et du coup, moi, je voulais te demander, en fait, toi, en tant que pur scénariste, tu es la seule personne qui est uniquement scénariste ici. Qu'est-ce que c'est en fait pour toi, qu'est-ce que ça fait d'avoir un réalisateur face à soi qui vient avec son désir de film, de personnage, d'altérité, et comment en fait tu fais ce chemin vers lui pour ensuite faire le chemin vers le personnage avec le ou la réalisatrice. En fait, je suis pas si... Enfin, je n'ai pas le sentiment que les gens arrivent avec un désir si condensé, donc comme une chose absolument délimitée à laquelle je devrais faire face et contempler au début. La rencontre avec un metteur en scène est davantage du côté d'une sorte d'alchimie immédiate qui advient d'ailleurs ou pas, produit quelque chose de positif, l'envie d'aller au-delà ou pas. C'est l'occasion.
j'ai envie de rappeler le fait que scénariste, c'est vraiment partir avec quelqu'un depuis 3 mots, comme depuis 10 pages. On peut aussi partir d'un moment, comme par exemple, j'aimerais tourner en juillet. Ça m'est arrivé une fois, on était en janvier. Donc c'est... enfin bon, la rencontre se fait sur des bases tellement différentes, et c'est vraiment ça que je trouve merveilleux en fait dans le métier. Après, je me rends compte que ce qui est déterminant pour moi, c'est la façon dont cette personne va parler, pas forcément à moi, mais aux gens en présence, disons. Et c'est ça qui immédiatement, mais je ne peux pas résister à ça. C'est-à-dire, ça produit tout de suite des choses dans ma tête. Et je me rends bien compte que c'est vraiment le type de personne qui m'apparaît qui sera décisif pour moi. Et par exemple, ni le sujet, ni un personnage qui serait déjà une promesse. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question là, mais... Si, enfin, comment dire, dans ton cas, la question la question de l'autre, on parle de l'autre aujourd'hui, mais c'est écrire l'autre et écrire avec l'autre. Oui, bien sûr. Alors, écrire avec l'autre, ça prend aussi plein de formes différentes. Mais j'ai un protocole qui est secret, que je vous dis juste ici, maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne partage pas, en fait, avec... c'est vraiment ma cuisine de sorcière, en fait. C'est, en fait, très vite... même à partir vraiment d'un embryon d'argument, en fait, j'essaye, mais comme vraiment on se branche sur une radio, c'est-à-dire j'essaie de faire parler un personnage, 2 si j'en ai déjà un peu 2, mais vraiment sans programme, c'est-à-dire c'est vraiment un moment très libre, très aléatoire, qui certains jours ne donne rien, mais qui certains jours voilà, marche à plein. Et selon le lexique qui vient, selon les tournures de phrases qui viennent, en fait, ma cuisine, c'est d'essayer d'en déduire des choses, d'essayer d'en déduire des mouvements, des émotions, des envies. Et c'est vraiment à partir comme ça de la voix d'un personnage que je commence à travailler l'action, la dramaturgie, et ça, voilà. Et à partir de là, je fais des propositions au metteur en scène. Et c'est comme ça que j'avance, en fait. Mais c'est-à-dire, rien n'est un diktat de début. Le début, pour moi, parce que c'est pour ça que j'aime ça, doit rester absolument mouvant et foisonnant si possible. Et je me rends compte que j'attends aussi... du duo que je forme avec quelqu'un à la mise en scène, cette plasticité-là, cette possibilité d'aller où on veut, ensemble bien sûr, mais où on veut, se dédire, revenir en arrière, voilà. Mais le personnage ou les personnages te parlent à toi directement, indépendamment du réalisateur. Il y a quelque chose on dirait que tu parles de fantôme presque. Oui, c'est-à-dire j'essaye de pister une présence en fait. Et la présence pour moi, depuis toujours, passe vraiment par la voix et pas par des mouvements que je verrais. C'est vraiment, et puis même juste par le mot en fait. Je peux me dire des choses comme ce type-là qui répond comme ça, en fait il a tué son voisin l'année dernière. Enfin, bon, c'est des choses absurdes, mais qui fonctionnent comme des petites boussoles et qui m'inspirent en fait.
Je trouve ça merveilleux parce que pour moi, vraiment, tout ce que tu racontes sur le cheminement du scénario, c'est comme une histoire d'amour qu'en fait, ce que tu racontes. Vraiment, c'est un processus de désir, c'est-à-dire surtout, on se fait confiance quand même, il faut se faire drôlement confiance et pour se dire, bah, mon protocole, c'est qu'il n'y aura pas de protocole, je vais entendre des voix. Il n'y aura pas de ligne, il n'y aura pas... C'est incroyable, c'est le maximum de liberté possible. Donc, est-ce que tout ça peut tourner à la catastrophe, comme dans les histoires d'amour? Bon, c'est pour ça que je n'en parle pas. Enfin, je pense qu'on me prendrait vraiment... Enfin, bon, je pense que j'ai pas besoin d'en parler non plus et que c'est pas de la dissimulation. C'est chacun sa façon d'entrer dans un espace. Mais est-ce qu'il t'arrive d'avoir des déceptions ou des déconvenues? Quand je branche ma petite radio sur... Oui, bien sûr, il y a vraiment par moments, ça ne donne rien du tout. Mais par exemple, dans Gabriel, le film de Patrice Chéreau, la clé du personnage m'est apparue quand un jour, dans mon cahier préparatoire, j'ai écrit « Je suis heureuse moins vite et j'ai mal moins vite ». Que quoi? Que qui? Bon. Mais tout d'un coup, cette espèce de prison, tout d'un coup, que je ressens quand le personnage dit ça, on sent du regret, on sent en même temps que ça l'a protégé. Bon. Enfin, tout ça me... Voilà. Et ça vient d'une demi-réplique parfois, en fait. Ce qui est fort, c'est cette histoire des voix, hein, je trouve. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Mais... Non, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Ça veut dire que tu prends le contre-pied de ce que on apprend scolairement par rapport à l'écriture du scénario. C'est exactement l'inverse. Tu commences par ce qu'on fait normalement à la fin. C'est à la fin qu'on place les voix. Donc c'est en ça que... Et j'ai lu dans... Lucas a fait un très bel entretien avec toi dans la newsletter du SCA, que je vous invite à regarder. Et donc, tu dis que au départ, tu pensais écrire pour la radio. D'ailleurs, je trouve ça veut dire que le son prime pour toi. Enfin, l'altérité, c'est d'abord ce contact-là avec le son, les voix, plutôt que une apparence, un physique. Est-ce que c'est pas ça la clé de ta liberté par rapport au personnage? En fait, je vois bien que je ne sais pas comment faire autrement. Bon, je pense que c'est la clé de mes rapports avec tout le monde dans la vie aussi. Et j'aime aussi le fait que, c'est-à-dire quand tu dis que je commence par une étape un peu, vers la fin, j'aime aussi cette nécessité dans laquelle je suis de refaire la boucle de l'escargot et de repartir en arrière. C'est-à-dire une fois que j'ai entendu la voix, que ça m'a donné des pistes, comment aussi je présente ça à la personne qui va mettre en scène. Comment je condense ça, comment je le justifie, parce que par moments, je peux du coup faire des propositions littéralement sorties de nulle part. Et donc, il faut savoir les présenter, les représenter si on y croit fermement. Voilà. Je vais revenir nous aussi, on va refaire la boucle de l'escargot, donc on va revenir à Arthur et du coup j'aimerais te poser, t'entraîner un peu sur le terrain du féminin, puisque dans tes deux longs métrages qui sont des longs métrages très, très masculins, moi je t'avoue que par exemple quand je suis partie voir Onoda, j'ai fait un peu de japonais dans ma vie, film de guerre, je me suis dit oh là là, fait par un Français, ça va être terrible, c'est pile le genre de choses que je déteste. Et moi, j'étais emballée totalement par le film. Et Diamant Noir aussi, c'est un film quand même très masculin. Les rôles de femmes sont très, très secondaires, on va dire, pour moi. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu coécris avec ta compagne. Donc, est-ce que ce pas-là vers le féminin dans ta coécriture, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que c'est en train de te changer ou pas? Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ça?
Alors, je peux en parler, mais dans une mesure limitée, parce que l'expérience la plus importante par rapport à ça, c'est-à-dire l'écriture avec Justine, et je suis dedans encore en ce moment, même si le scénario le film est tourné, il est même en fin de montage, mais de fait, je suis très investi dans le montage encore, vraiment, vraiment beaucoup. Donc l'écriture continue. Ça, c'est assez étrange, c'était pas prévu comme ça, mais de fait, j'ai l'impression que mon travail se poursuit et va se poursuivre jusqu'à la fin du montage sur ce film. Et c'est une expérience qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus engageante que sur le premier film qu'on avait écrit ensemble, Civil. Donc je peux en parler, mais pas. Enfin, je veux dire, je vais pas vous parler du film parce que ce serait pas une bonne idée. Et donc comment je pourrais parler de ça oui, c'est spécial. Moi, j'ai naturellement, même si ce mot est bizarre en fait quand on le regarde, disons culturellement, culturalo naturellement, j'ai tendance à écrire des rôles d'hommes et des films, même des histoires d'hommes. C'est pas que des rôles, c'est donc je suis obligé de constater qu'il y a quelque chose qui se joue là de mon imaginaire et de voilà. De fait, ça m'a beaucoup questionné quand même. Et le prochain film que je vais faire, ce sera un peu différent. Il y a une femme vraiment omniprésente dans le film. Le centre du film, c'est une femme. Mais c'est relativement indépendant, il me semble, du travail que je fais sur les films de Justine, qui sont, je ne sais pas si vous les avez vus, mais qui sont des films, on peut le dire, plutôt où les femmes sont plus présentes que les hommes. Enfin, disons, c'est la question du rapport des femmes et des hommes qui est très au centre des films de Justine, et dans le prochain, plus que tous les autres. Mais on sent bien que ce qui taraude Justine, je sais pas comment dire, c'est pour le coup, je crois que c'est pas tellement la question de l'autre. Ou disons, c'est comment, qu'est-ce qu'on est quand il y a des autres, mais qu'est-ce qu'on est soi, et elle. Elle se cherche je sais pas si elle se cherche elle-même dans les films, mais il y a quelque chose elle cherche à comprendre confusément au départ, et il me semble de plus en plus précisément comment elle existe en fait. Oui, mais toi, tu es Et voilà. confronté Et moi, dans ta coécriture à bon, une c'est pas moi qui écris le altérité. film, hein. On Voilà. écrit ensemble, mais c'est vrai que c'est étrange, c'est-à-dire que il y a une chose qui joue fort, c'est que quand j'écris pas beaucoup pour d'autres personnes à part elle, enfin avec d'autres personnes. Ça m'est arrivé ponctuellement de participer à des écritures de films, mais bon, moi je me considère pas comme un scénariste réellement, mais comment dire, je me sens libéré d'une espèce de poids oui, de poids de l'ego, quoi. C'est-à-dire que bon, moi je veux faire des films depuis que je suis enfant, c'est la chose la plus importante. Donc c'est à chaque fois quand je me dis qu'est-ce que je veux faire comme film, j'ai l'impression que c'est le destin de l'humanité qui se joue. Je sais très bien que c'est pas vrai et que très peu de gens iront voir mes films. Maintenant j'ai bien compris, hein, mais enfin c'est quand même la chose la plus importante au monde. Enfin, je sais les deux à la fois. Et donc, le fait d'écrire avec Justine me libère d'une certaine manière. Enfin, disons, encore une fois, c'est une forme de piège. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis libéré de ça. Et ça me permet, en fait, de lâcher quelque chose qui serait mon rôle, encore une fois, presque métaphysique, ce que je me dois d'être dans la vie. Je rentre par une petite porte et donc je peux écrire plus librement des choses. C'est très chaotique parce que Justine fait tout dans le chaos. Mais ce chaos, alors que moi je suis au contraire extrêmement méthodique, ultra cérébral, du coup tout me déplace en fait. Et je me mets à écrire dans cette perspective qui est la sienne. Donc c'est très spécial psychologiquement, psycho-affectivement. Parce que par ailleurs, c'est une femme qui regarde des hommes ou qui se pose la question du rapport avec les hommes.
à la fois Justine et dans le film. Là, je parle d'un film que vous n'avez pas encore vu. Donc mais c'est vraiment le sujet du film, quoi. Et donc, je me déplace, quoi, réellement. Et ça a produit, là, sur ce film-là, qu'on est en train de finir, il me semble quelque chose d'assez cathartique. On nous dit que l'heure tourne, donc on va pas avoir le temps d'aborder tout ce qu'on voulait dire, mais j'aimerais bien repasser aussi, parler de ces déplacements que vous avez tous connus, peut-être à partir d'une expérience. Toi, peut-être dans ta co-écriture avec Justine et Ramata Et Noémie, et en tant que réalisatrice maintenant. En tant que réalisatrice, toutes les deux. Ramata, toi, en allant tourner sur le territoire de tes ancêtres, de tes parents, en territoire Peul au Sénégal, et toi, Noémie, en tournant ce film Mi-Yubita chez les Roms, en racontant une histoire d'amour et de désir justement totalement improbable. Voilà, j'aimerais bien que toutes les deux vous nous parliez de cette expérience. Qu'est-ce que ça a déplacé pour vous? Est-ce que ça a été une liberté? Toi, Ramata, est-ce que tu peux dire ce que ça a changé, quoi, d'aller tourner au Sénégal dans cet endroit-là pour toi? Est-ce que tu as vu les choses un peu différemment est-ce que ça a approfondi ton regard sur le pays de tes parents auquel tu étais attaché, mais est-ce que de filmer, ça change quelque chose, hein, et d'écrire là-dessus? Oui, écrire pour soi, c'est différent. On a plus de liberté que d'écrire pour des réalisateurs, et j'entends parfaitement ce que votre femme ressent quand vous dites que c'est... écrire aussi, c'est être à la quête, ou réaliser, c'est être à la quête de quelque chose. Et je pense que réaliser au Sénégal, parce que moi je suis née ici et j'ai grandi en France et j'ai fait l'école, la FEMIS et tout ici, mais personne ne comprend, et moi encore moins, pourquoi je suis allée faire mes premiers films au Sénégal. Mais je pense que c'est une quête aussi. C'est écrire l'autre, parce que pour moi, écrire l'autre, c'est aussi écrire soi. C'est bien sûr, on est égoïste, on est tous égoïstes ici. C'est on aime, et pour moi, c'est une quête, et c'est une recherche. Et moi, je suis obsédée, mais vraiment obsédée par la place de la femme dans la société contemporaine. Et c'est pour ça que les projets que j'accepte, c'est toujours des projets où sont des personnages féminins en quête de quelque chose et de soi, que ce soit Cybèle ou Notre-Dame du Nil. Et c'est vrai que sur mes projets personnels, j'ai pu approfondir ça beaucoup plus personnellement, et parce que c'est des questions que je me pose et que je pose à travers mes projets et mes personnages féminins. C'est qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment on est une femme, est-ce qu'il y a des règles pour être une femme, et voilà, c'est toutes ces questions. Et le faire au Sénégal, pour moi, au début, c'était aussi que, comme vous disiez tout à l'heure, sur cette question de comment vous dites, parce que moi je suis née en France, et d'aller là-bas alors que j'ai pas grandi là-bas et que j'ai pas vécu là-bas, j'avais un peu peur de venir en tant que Française, parce que là-bas, même si je parle la langue, je suis considérée. Oui, moi c'était intéressant parce que j'ai vu ton court-métrage à Dakar, Oui. Dans une manifestation qui s'appelle Dakar Court, et c'était très frappant de voir à quel point ton court-métrage tranchait avec les autres courts-métrages des Sénégalais, par sa lenteur, par la manière dont il voyait le pays, de voir une espèce de distance, mais ce que tu appelles le réalisme magique peut-être. Voilà. Du coup, ça c'était très, très fort et très intéressant de le ressentir. Oui. Mais oui, j'avais un peu peur qu'on me considère et que je sois pas légitime en fait de faire un film là-bas, et surtout que j'ai ma propre vision du monde qui est quand même très différente de leur vision du monde. Moi, j'adore la littérature, et j'étais très inspirée par le réalisme magique, que ce soit Toni Morrison, Faulkner et tous ces auteurs-là américains et surtout afro-américains, et en fait de créer ces mélanges entre ma culture française, ma culture sénégalaise et mes envies de littérature afro-américaine. J'avais vraiment peur
qu'on me dise que je t'étais pas légitime. que je suis pas légitime et que je sois pas à ma place, et de mettre cette histoire avec des personnages très sénégalais et que je l'ai pas fait, et que j'aurais pu le faire en France, mais en fait Plus tu viens d'une ethnie qui est minoritaire au Sénégal, qui est Voilà. l'ethnie Peul, alors que l'ethnie majoritaire, c'est les Wolof. Donc, ça redouble un petit Ouais. peu la question de la légitimité, en fait. c'est ça, mais en fait tout s'est bien passé en fin de compte. Tout a est bien tout- qui finit bien. Super. donc voilà, mais c'est vraiment ces questionnements, et c'est vraiment ces questionnements sur la femme, et ces questionnements qui m'intéressaient, de pousser ça dans cet endroit. Et c'est vraiment trouver en fait un entre-deux, parce que comme moi je suis d'une double culture sénégalaise et française, avec une tradition très sénégalaise à la maison, mais une éducation et une vie très française, et c'était vraiment comment en fait universellement, parce que moi ce qui m'intéresse c'est écrire des histoires universelles. Peut-être mon histoire se passe au Sénégal, mais ce qui me plaît c'est que tout le monde en fait, et toutes les petites filles et toutes les femmes se reconnaissent dans ces questionnements de qu'est-ce que c'est d'être une femme, comment on devient une femme, même s'il y a des gens qui se posent pas cette question. Et c'était vraiment recentrer tout ça, et ça qui était intéressant d'avoir toute cette expérience et cette culture et différentes cultures, c'est comment vraiment, comment poser se repositionner en tant que femme dans cet endroit, alors qu'on vient pas de cet endroit. Ce que je trouve très beau, en fait, c'est que l'ethnie Peul, c'est quand même l'ethnie des nomades. Et je trouve que finalement, l'image la plus parlante sur cette table ronde, c'est toi, Anne-Louise, quand dans nos entretiens préalables, tu avais parlé de nomadisme. Et tu trouvais que c'était une belle image pour tes collaborations. Et Oui, c'est-à-dire pour moi qui suis scénariste à 100%, voilà le sel du métier, pour moi, ce qui continue à me porter à travers les années, c'est ce que j'appelle ce nomadisme psychique, en fait. C'est toutes ces rencontres que normalement sur le papier on n'aurait pas faites, et cette alliance étrange qu'il faut à deux réussir à atteindre, et ces voyages imprévus qu'on fait comme ça à deux, parce qu'en fait il ne s'agit pas de servir la vision de quelqu'un, en fait. Il s'agit d'échafauder une autre vision qui est le résultat de cette coprésence. Parfois, ça va très vite. Et on est dans un endroit qu'on connaît à deux. Et on y va comme dans une petite voiture, et tout semble familier. Mais selon les cas, cette alliance-là, elle prend du temps. Et ce sont souvent, en fait, je pense, dans mon expérience, les alliances majeures qui prennent le plus de temps, en fait, celles qui vont compter. Il y a les histoires que j'écris toute seule dans mon bureau, dont je ne ferai rien, mais j'aime infiniment plus ces histoires, ces endroits où seule je ne serais pas forcément allée, et où il faut improviser son pactage, et voilà. Et on va terminer sur la question. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup qu'on termine par Miyubita, mon amour. C'est un film qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé très fort sur le désir. Enfin, je trouve que c'est vraiment un pari improbable, mais comme souvent les paris improbables, totalement réussi. Et c'est un film qui a été initié, enfin, l'idée a été partagée avec Jimmy Kovaci. Est-ce que tu peux revenir sur voilà, le début de cette collaboration et la genèse du projet, à la fois d'abord Shakira, puis ensuite Miyubita? Alors Shakira, qui a un court-métrage qui a été fait il y a quelques années dans un bidonville, porte de Charenton, avec des personnes de la communauté rome. Je parle de ça parce que la démarche de faire des films avec cette famille-là que j'ai rencontrée, je parle pas de la famille de Jimmy, ça c'est autre... il est arrivé plus tard sur Shakira, mais je dis ça parce que c'est un peu dans une démarche de
d'art social, dans le sens où j'avais déjà en tête, donc c'était à 8 ans maintenant, d'un jour réalisé, euh, mais peut-être plus parler un peu comme votre femme ou vous, de soi, c'est-à-dire ma place en tant que femme, comment se trouver, son désir par rapport à cette société et tout ça. Mais là, dans cette rencontre avec cette famille, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient aucun espace, ni dans la société, ni quasiment dans la culture, en tout cas avec leur voix, avec des choses qu'ils avaient à dire, ou en tout cas très peu d'espace. Et donc, moi, au départ, j'avais commencé à faire du bénévolat, mais j'étais nulle. Enfin, je veux dire, je suis nulle administrativement parlant. Mes propres démarches, c'est une catastrophe. Donc, je me suis rendu compte que je leur donnais plus de problèmes que l'inverse. Et donc, en fait, on a commencé avec cette famille, à passer du temps ensemble, à être amis. Et c'est dans cette amitié qu'on s'est dit, peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble, mais autre que ces démarches administratives, c'est Fabriquer des films. Et donc, le documentaire, c'est quelque chose qui, eux, les dérangeait profondément. Ils ont beaucoup de demandes, mais ça les dérangeait. Ils avaient envie d'une fiction, parce qu'ils avaient envie déjà dans une fiction, ils sont payés, ils ont un cachet, c'est du travail. Et puis, ils aimaient l'idée d'avoir un rôle, d'entrer dans leur personnage, d'avoir, oui, cette sensation de créer un récit On ensemble. leur prenait pas quelque chose, mais qu'eux, ils donnaient quelque chose. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à construire Shakira. Et dans cette démarche de justement, le plus possible, donc cette famille qui vivait, parce que le bidonville de Port-de-Charenton a été expulsé, donc déplacé, que donc tout le monde joue dedans le plus possible. On a essayé de distribuer des rôles, donc d'écrire en fonction aussi de qui était sur place. Et puis, ensuite, il y avait la cantine, il y avait la régie, la construction des décors. Donc, le plus possible que tout le monde qui vivait sur place participe à la création du film. Et donc, dans l'idée, c'est de continuer à faire d'autres films ensemble, bien que ça soit pas évident, pour plusieurs raisons, et d'essayer de pousser cette idée de collectif, quitte à aller jusqu'à la co-mise en scène, la co-réalisation. Tout simplement parce que moi, au départ, je suis pas légitime pour parler de personnes de la communauté rome. Donc je me suis dit au départ, je vais pas le faire, je suis pas légitime. Mais aussi, il y avait cette question, mais du coup, très peu de gens en parlent, et personne de la communauté rome aujourd'hui, en tout cas en France, il y a Alina Sherban à l'étranger, mais il n'y en a pas. Donc en fait, parce que tout simplement, il n'y a aucun espace donné, il n'y a aucune idée même de savoir que c'est la possible. quadrature du cercle. Soit on n'en parle pas, soit si on en parle, est-ce que c'est pas un délit d'appropriation? Exactement. Donc il y a toutes ces questions. Donc c'est pour ça qu'on essaye de le faire collectivement le plus possible pour que je sais pas, à terme, le mieux qu'il puisse réaliser seul, quoi. Et donc ensuite il y a eu Miyubita, et donc Jimmy qui était sur le tournage de Shakira, et d'ailleurs c'était aussi dans une autre langue, dans le romanesque, qui n'est d'ailleurs pas vraiment écrit, qui est une langue orale. Donc là c'était eux qui dirigeaient, c'était Jimmy qui faisait les traductions. Donc là il y avait une confiance obligée, je pouvais pas vérifier, mais voilà, il y avait c'était une question de confiance. Et puis ensuite, il y a eu Miyubita, où là, justement, avec Jimmy, on s'était dit, il faut continuer de faire des longs métrages, parler de la communauté rome. Et lui, il m'a dit... Et puis, on a commencé à voir aussi qu'avec les producteurs, c'était compliqué pour un long métrage. Tout de suite, on nous disait, mais tout le monde s'en fout des Roms. On a beaucoup eu cette phrase qui était... assez terrible en vrai, et donc on a commencé à réfléchir sur une histoire, et Jimmy m'a dit, mais moi j'ai pas envie de faire un film social sur nous, sur des personnes roms, parce que en fait même s'il y a énormément de difficultés qu'on traverse et tout, j'ai envie qu'on montre qu'on est pareil. Donc moi, si tu me demandes ce que j'ai envie de faire, c'est une histoire d'amour. J'ai envie de filmer une histoire d'amour, j'ai envie de filmer
une histoire de, je sais pas, de thriller, de peu importe. Et qu'en fond, bah oui, qu'on soit là, qu'il y ait ma famille, qu'on parle de nous, mais que ce soit pas, c'est pas ça qui me fait vibrer en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, parce que il est aussi sur le chemin d'être scénariste, enfin scénariste oui, mais Et du coup, il y a réalisateur. une réelle incarnation parce que Voilà. il fait corps quand même avec ce personnage qui est magnifique. C'est un super comédien, voilà, c'est super bien réussi. Et il ne nous reste plus que 10 minutes. Ah mince, Je vais interrompre le débat parce que on a très peu de temps pour donner la parole au public. S'il vous plaît, parce que comme c'est retransmis en live, ça permet aux gens qui le suivent à distance de vous entendre et donc de comprendre les réponses. Voilà. Bonjour, merci énormément pour tous vos partages. C'était hyper instructif et puis très illustré aussi, puisque effectivement on parle de cinéma, donc on a à la fois le texte du scénario et les images de la réal. Onoda, merci encore Arthur, c'est une œuvre que j'ai appréciée énormément. Si je me trompe pas, ça a été le travail a débuté d'un livre qui t'a été partagé par ton frère, donc il y a eu un travail finalement de recherche au préalable sur l'intériorité du personnage, sa caractérisation, et ça c'est super. Noémie, merci aussi pour le partage sur l'immersion chez l'autre finalement avec les Roms, pour non pas avoir un côté un petit peu observateur voyeur, mais plus comprendre pour mieux écrire l'autre avant de le montrer de manière on va dire extérieure avec le recul qu'il faut. Et Ramata et Anne-Louise, pareil, excellent aussi pour le fait que au final aujourd'hui vous faites tous sur cette table ronde comment dirais-je, vous montrez la diversité des personnages dans le cinéma, et avec vraiment pour moi du succès. Après, si je parle j'aimerais poser une question de méthodo, parce que j'ai en tête, là on parle de cinéma français, d'auteur. Par exemple, si on parle d'écrire l'autre, qui nécessite finalement de bien le comprendre pour mieux le caractériser, et donc faire une recherche, une envie de comprendre vraiment. Si on prend l'exemple de Intouchable qui a été adapté aux États-Unis, gros flop. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas pris un acteur handicapé directement. Donc là, on n'a même pas besoin d'aller dans l'ethnicité, la langue, le non-dit. C'est que il y avait une démarche un peu bâclée de réalisme dans la fiction qui n'était pas réussie. Maintenant, ma question, c'est vous, dans votre manière de travailler, chacun par rapport à ce que vous aimez faire comme cinéma, dans quelle mesure aujourd'hui vous faites le pas supplémentaire de vous dire, pour bien réussir à aller dans l'universel en parlant de jeu et de tu, donc finalement de on, je suis prêt ou prête à travailler avec quelqu'un qui pourra me faire comprendre au mieux, au plus près, ce que j'essaye de toucher, justement. Par exemple, Arthur avec Justine, Ramata avec les Peuls, en étant née en France, à Maison, donc française d'abord, Noémie, etc. En fait, est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose est-ce que c'est devenu un réflexe pour vous ou pas, dans votre écriture, votre interprétation, dans votre réalisation, de vous faire accompagner de personnes qui pourraient mieux vous faire approcher vos personnages. Et encore une fois, ce qui m'a beaucoup marqué, par exemple, dans le travail d'Onoda, qui est excellent. Ok. D'accord, bon voilà. Merci. Allez-y. Non, moi je peux. Non, c'est pas un réflexe pour moi. J'ai pas écrit le scénario avec un japonais ou avec des japonais ou avec un historien, ou je l'ai écrit avec un collaborateur scénariste français, Vincent Poimiro. Moi je me sens très proche de ce que disait Anne-Louise sur la question de faire venir, enfin d'essayer de convoquer une forme de je sais pas comment dire, d'existence flottante de ce qui va devenir un personnage. Et en fait, c'est assez mystérieux. Est-ce que c'est en soi... Bon, oui, il y avait un livre documentaire, disons une enquête documentaire, mais donc j'avais des éléments. Le personnage, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas inventé, mais pour qu'il prenne consistance, je ne sais pas exactement d'où il est venu, mais enfin, je n'ai pas eu besoin, et je ne crois pas forcément. Ça dépend en fait des cas, mais je ne crois pas forcément qu'il faille absolument
une collaboration avec quelqu'un qui serait autorisé parce que dans son être social ou dans son être historique, enfin je sais pas comment le dire, ou ethnique ou que sais-je, ou même par exemple je ne pense pas qu'il faille forcément collaborer avec une femme pour créer un personnage féminin. Bon, en l'occurrence moi ce que je racontais sur Justine c'est son film, donc, je veux dire la chose elle est là, voilà, mais voilà, moi il me semble pas que ce soit un prérequis, mais c'est mon avis. Moi, au contraire, ça dépend. Alors, je me sens pas complètement légitime parce que j'ai l'impression vraiment de commencer à écrire, mais il y a le film que j'écris en ce moment, qui est un film qui parle de femmes. Donc bon, bah là, convoquer l'autre, en tout cas, c'est moi et puis c'est les femmes qui m'entourent et qui m'inspirent. Donc, mais il va y avoir ces questions-là, par exemple, dans l'écriture de tous les personnages qu'il y a autour et puis de qui caster pour les personnages. Il y a un réflexe de casting de pas imaginer forcément des personnes blanches, cis, comme on a des listes quasiment, on a l'impression que c'est, souvent la même chose. Donc il y a déjà, même en écrivant, l'idée de comment intégrer le plus possible une représentation qui, moi, me paraît plus juste de la société et beaucoup plus diverse dans un récit qui ne parle pas de ça, mais juste qui montre. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais dans l'écriture, il y a déjà ça. Ce qui n'est pas évident, puisqu'il y a aussi. Je trouve que c'est intéressant comme question. C'est, par exemple, il va y avoir un rôle d'homme violeur. Et moi, la question que je me dis, c'est là, pour le coup, ce personnage-là, ce n'est pas une bonne idée de mettre un acteur noir, par exemple. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui sont importantes, mais dès l'écriture, parce qu'on commence à rêver à des personnages. Donc, j'ai envie d'inclusion dans mon film, le plus possible, même dans le casting, mais il faut que je fasse attention aussi à comment j'inclus qui, dans quoi, dans quel personnage. Et puis ensuite, dans d'autres films que j'aimerais faire, par exemple, donc de continuer avec cette famille, ces personnes issues de la communauté de Rome, et puis d'autres que je vais rencontrer. Ça me paraît impossible, tout simplement parce que, pour moi, rêver un film et un personnage, j'ai besoin de me baser sur du concret et sortir de ma vision et rentrer dans leur récit. Et pour moi, leur récit, c'est leur récit, donc ils doivent être là dès le début. Pour qu'on rêve ensemble et qu'il y ait déjà ce pas qui soit fait dès le début de cette rêverie. Parce qu'il y a un trop besoin aujourd'hui, pour moi, il y a un trop besoin d'aller dans le regard de l'autre, celui qui n'est pas suffisamment visible et raconté, qui n'a pas cet espace-là. Donc je ne peux pas rêver à eux sans eux d'abord, et c'est à eux d'abord de rêver sur eux. Donc il y a absolument un pont à faire pour moi. Et surtout que pour avoir plein de fantaisie, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de concret, beaucoup de vrai. Et du coup, il y a beaucoup plus d'idées, je pense, un peu folles, un peu magiques, un peu différentes de ce qu'on peut avoir. Et c'est comme j'aurais envie de parler de thèmes du handicap, parce que dans ma famille, il y a du handicap, mais je ne pourrais pas écrire, même si moi, je ne souffre pas de handicap, je ne pourrais pas, même si j'ai une famille qui souffre donc il y en a 2 qui souffrent de handicap, écrire sans ma sœur, par exemple, ou sans quelqu'un qui est handicapé. J'en ai besoin et voilà. Et pour finir, en continuité ou en contrepoint, Ramata et Anne-Louise, est-ce que vous voulez répondre ? Ouais, moi, je voulais juste rajouter, je pense que c'est bien qu'on se pose toujours cette question de légitimité, parce que ça veut dire qu'on respecte l'autre. Et respecter l'autre, c'est vraiment très important, en fait. Mais moi, je suis quelqu'un qui me dit, on peut tout écrire. On peut vraiment tout écrire. S'il a envie d'écrire sur le Japon, il peut. S'il a envie d'écrire sur la Roumanie, il peut.
Juste, le principal, c'est qu'on toujours être honnête avec soi-même, avec son histoire, et toujours respecter l'autre. Respecter l'autre, ça veut dire faire un minimum de recherche, mais un minimum de recherche, c'est chacun fait de sa façon. Si c'est traduire le scénario, prendre quelqu'un, ou si c'est choisir une famille, pour moi, ça, c'est respecter l'autre, en fait. Et moi, je pense que c'est le plus important. Après, il y a une limite. Moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier que là, ici, on écrit de la fiction. Si on voulait faire des documentaires, on aurait fait des documentaires. On écrit de la fiction signifie histoire, et histoire signifie imaginaire. Donc, on peut entrer dans l'imaginaire de l'autre tout en le respectant. Et moi, le principal, c'est vraiment respecter l'autre en faisant des recherches en amont, en comprenant la complexité, c'est le plus important, de l'autre, ne pas rentrer dans les stéréotypes et ne pas rentrer dans les clichés. Et ça, après, on n'est pas obligé de prendre quelqu'un. Si on se documente, chacun fait de sa façon, et les scénaristes ont chacun travaille de sa façon. S'il y en a qui ont besoin de rentrer dans des familles, qui rentrent dans des familles. S'il y en a qui ont juste besoin de lire des livres, qui lisent des livres. S'il y en a qui ont juste besoin de regarder des films, qui regardent des films. Mais le plus important, vraiment, moi, c'est vraiment ne jamais oublier qu'il y a d'autres gens en face de nous et qu'il faut respecter et toujours respecter l'autre. Voilà. Une conclusion. On attend toi une petite conclusion. Je vais la délier de ce qu'on vient de dire parce que c'est quelque chose qui s'est passé récemment et qui m'a chiffonné. J'ai lu un entretien d'Alice Diop dans Le Monde, je crois, et elle évoque donc l'écriture de son film et elle dit qu'elle ne voulait pas d'un scénariste professionnel, mais d'un auteur. Et voilà. Et ça m'a profondément chagrinée, en fait. Et d'une part, j'échoue à comprendre ce que ça veut vraiment dire. Une partie de moi comprend. Les scénaristes professionnels sont des espèces de séraphins lampions avec une valise. Si vous ne prenez pas la cravate rouge, vous prendrez le réveil ou la brosse à dents. Et qu'ils ont comme ça des tours, en fait. Des techniques rompues et qui n'ont aucune vision. Qu'il n'y a que de la technique, vraiment. Cette salle est remplie d'auteurs, donc je vous remercie d'être là, c'est ça l'essentiel.